Bonjour tout le monde. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette 4e table ronde qui tient lieu dans le cadre des JVE 2016 et qui s'articulera autour de la pluralité des choix pour après le bac. Quel choix, quelle école, quelle filière pour un parcours d'excellence. Mais avant tout, et de prime abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à nos chers intervenants, Madame Brada, Mariam Brada, Monsieur Rifaï, Monsieur Kimbel, excusez-moi, c'est Monsieur Zine, Monsieur Kimbel, Monsieur Zine et Monsieur Rifaï que je demanderai à nos chers élèves de bien applaudir et de les remercier pour leur disponibilité et leur implication. Ils auront l'occasion de vous parler par la suite de leur parcours professionnel et de partager avec vous leur expérience. Alors, les choix possibles d'études après le bac sont très variés. Que vous soyez décidé ou encore hésitant, dans tous les cas, il faut s'engager dans un processus de recherche d'informations qui soit pertinent pour vous garantir une minimisation des risques, bien sûr, pour les choix qui sont hasardeux. Alors, nos intervenants hautement qualifiés vont chacun vous parler de leur parcours. Je les laisse se présenter. À vous, Madame Brada, on commence par la droite. Merci. Merci pour l'invitation à El Belia. D'abord, je voudrais dire à quel point je suis heureuse d'être là et de voir autant de jeunes bacheliers de diverses écoles. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. D'abord, à plusieurs titres. À mon époque, il y a 25 ans ou 20 ans, quand je fais passer mon bac, on n'avait pas la chance que vous avez aujourd'hui au Maroc de pouvoir réfléchir à son parcours professionnel, aux études, et d'être finalement face à un choix. Je vous le dis sincèrement, parce que c'est une grande chance. Donc réfléchissez, profitez de cette opportunité et faites vos choix de manière vraiment posée. Rencontrez des gens, parlez-leur. Donc ça déjà c'est une première introduction qui pour moi, j'aimerais que ça fasse chemin dans vos esprits. Deuxièmement, mon parcours, il est un peu atypique. Atypique en termes d'études, parce que quand j'ai passé mon bac, j'avais fait un bac économique à l'époque, j'étais bonne élève, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Je me disais, bon, est-ce que je vais faire la fac? Est-ce que je vais faire éco? Et on n'avait pas donc d'orientation pédagogique, donc j'ai opté pour une fac à Paris, Tolbiac, donc la Sorbonne, un DUG en économie. Bon, c'était pas passionnant. Je me suis dit, ok, maintenant j'ai envie de me pousser et je vais faire plus. Donc j'ai très bien travaillé, j'ai eu de super notes et j'ai eu la chance d'être acceptée à Dauphine, qui est une excellente université en éco-gestion, où j'ai eu ma maîtrise d'économie. Alors après, je me suis dit, bon, ça reste très théorique tout ça, c'est pas tout à fait pratique pour rentrer dans la vie active. Donc j'ai dit, tiens, une école de commerce, pourquoi pas? Donc en fait, il y avait ce cursus de prépa parallèle, où on a la possibilité de rentrer en 2e année dans une grande école de commerce. Donc sans faire la prépa classique après le bac de 2 ans ou 3 ans. Et là, bah, écoutez, j'ai travaillé un été à IPSUP, donc c'est une prépa privée à Paris, où j'ai bossé pendant 2 mois et j'ai intégré le SCP, donc une grande école parisienne, en 2e année. Donc j'ai eu mon diplôme de SCP. Donc en fait, oui, la prépa c'est bien, quand on veut après le bac, mais il faut être très fort, moralement, il faut être prêt, il faut vraiment le vouloir. Donc dites-vous que si vous avez envie d'avoir un parcours de gestionnaire, c'est aussi tout à fait possible de le faire via une prépa parallèle. Ça, c'est juste entre parenthèses. Ensuite, donc, j'ai travaillé pendant 10 ans aux États-Unis, dans le domaine de la banque, où j'ai passé en fait un parcours exceptionnel à Wells Fargo. D'ailleurs, quand j'ai travaillé aux États-Unis, mon plus grand regret, c'était de ne pas avoir étudié aux États-Unis. Et je pense que monsieur va nous parler un petit peu des parcours américains, parce que justement, ils offrent cette possibilité de changer un petit peu de carrière, de changer d'orientation en cours, de faire à la fois de l'histoire, de l'anglais, mais aussi des maths et des sciences, ce qui n'est pas tout à fait le cas du profil français. Et nous, on est très, très imprégnés, enfin, je peux dire malheureusement, parce que je le pense. On est trop imprégnés par le parcours français. Donc, il y a autre chose. Ouvrez votre esprit,
À l'époque, à mon époque, c'était la France, la France, la France. Aujourd'hui, on voit des élèves qui vont à Londres, qui vont en Espagne, en Italie, aux États-Unis. Et c'est ça la beauté de votre âge aujourd'hui. C'est la mondialisation, c'est la diversité des parcours, apprendre sur le tas, changer. Voilà. Donc, je suis rentrée au Maroc il y a 8 ans maintenant. Et bon, peut-être qu'on parlera après de ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, oui. Donc, merci, madame. Mot d'ordre qu'on peut retenir de votre intervention, c'est qu'il faut s'ouvrir davantage, il ne faut pas toujours s'acquitter ou plutôt se contenter de tout ce qui a été vécu, partagé par les autres. Il faut s'ouvrir, c'est la mondialisation, c'est un environnement de plus en plus ouvert. L'ouverture doit aussi s'opérer au niveau de la recherche d'informations en amont, bien sûr, afin d'éviter les problèmes d'orientation. Avec vous, Monsieur Kimbel. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux d'être ici au Maroc et de pouvoir échanger avec vous. On est vraiment là pour vous apporter des réponses à vos questions. Donc soyez très ouverts, n'ayez absolument pas peur aujourd'hui d'échanger avec nous. En tout cas, de mon côté, je pense... j'apporte aussi un profil un petit peu atypique. Je suis franco-américain, mais ma famille est américaine, mais j'ai eu l'opportunité de grandir en France. Et à l'adolescence, je suis reparti aux États-Unis. Donc j'étais donc dans le système public français jusqu'à la fin du collège. Et puis j'ai été au lycée, dans un lycée public aux États-Unis, et j'ai continué mes études tout d'abord avec un bachelor's dans une université américaine, dans l'État de Virginie. Et c'est intéressant parce que justement, dans le système américain, on a cette opportunité tout d'abord d'explorer pendant un certain temps. Donc j'avais jusqu'à 2 ans à l'université pour choisir ce qu'on appelle mon major. Un major, c'est, on va dire, sa spécialisation. Et au bout de 2 ans, donc, j'ai déclaré un double major, une double spécialisation. Et donc ça aussi, c'est une des richesses du système américain qui vous permet de faire à la fois des majors, donc deux spécialisations éventuelles, éventuellement juste une spécialisation, ou ce qu'on appelle un major et un minor. C'est une sorte de spécialisation, c'est le major, et une mini-spécialisation qui s'appelle le minor. En tout cas, étant quelqu'un de très curieux, m'intéressant à beaucoup de choses différentes, j'ai eu cette opportunité donc de faire un double major, à la fois dans ce qu'on appelait kinesiology et health sciences. En gros, c'est la kinésiologie, qui est l'étude du mouvement humain, et les sciences de la santé. Donc ça touche à tout ce qui est en lien avec, je dirais, donc le mouvement, ça peut être le sport, la danse, le bien-être et la santé, l'ergonomie, par exemple au travail, etc. Donc une sorte de base à tout ce qui touche au mouvement humain. Et ensuite, une autre spécialisation en ce qu'on appellerait French Studies, French Civilization. Donc c'est on va dire, une formation assez généraliste en lettres et en sciences sociales, en lien avec la France. Donc beaucoup de littérature, de l'histoire, de la sociologie, mais aussi de l'art, du cinéma, etc. Donc, vous voyez, une formation plus scientifique, combinée avec quelque chose plus orienté lettres, sciences sociales. Donc, très différent, et le système américain offre cette opportunité-là. Et en même temps que tout ça, je suivais ce qu'on appellerait une éducation avec une approche de liberal arts. Donc c'est un terme que vous avez peut-être commencé à entendre en Afrique du Nord ou en Europe. Ça vient petit à petit. C'est cette notion, donc, à la fois de se spécialiser, de prendre des cours dans une variété de domaines qui vous permet de vous faire une compréhension du monde qui vous entoure au sens large. Donc prendre des cours dans toute une multitude de domaines. Donc j'ai pu vraiment prendre des cours allant de l'art, faire de la sculpture, à faire des cours de physiologie, très scientifiques, des cours d'anatomie. Vous voyez ? Donc, le système permet cette variété-là. Donc, quand j'ai fini mon bachelor's, j'ai eu l'opportunité de revenir en France. Et j'ai tout d'abord été enseignant. J'étais assistant d'anglais dans des lycées français.
J'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis j'ai enseigné également le français et l'anglais comme langue étrangère dans des différents programmes d'été avec des élèves qui arrivaient d'un peu partout dans le monde. Et après 2 ans, voilà, c'était pas forcément des métiers, enfin, j'avais pas un statut qui me permettait facilement de rester en France au niveau immigration, au-delà de ça, mais j'ai réussi à débloquer cette situation-là. Mes formations que j'avais faites aux États-Unis n'étaient pas forcément des formations professionnelles. Pour vraiment aller me former d'un point de vue professionnel, il aurait probablement fallu que je continue à faire un master's. Et donc, j'ai pris la décision de continuer mes études. J'ai repris une deuxième fois mes études et j'ai fait un master's de management des entreprises à ce qu'on appelle l'IAE de Montpellier. L'IAE, c'est l'Institut de l'administration des entreprises. On a à peu près une vingtaine en France. C'est des sortes d'écoles de commerce rattachées au système universitaire français. Certaines, du coup, sont beaucoup plus accessibles, beaucoup moins chères. Mais il y en a certaines qui sont beaucoup mieux cotées, comme celle d'Aix-en-Provence ou de Paris, qui ont des tarifs très similaires aux grandes écoles de commerce françaises. Donc ça, j'ai fait un Master 2 pendant 1 an. Et puis j'ai commencé à travailler tout d'abord dans le management chez Decathlon, vous connaissez peut-être. Donc j'ai mêlé mon domaine sportif, j'étais aussi athlète de haut niveau quand j'étais étudiant. J'ai mêlé le sport avec le management et j'ai fait une première expérience de management très concrète, très opérationnelle, dans un grand magasin pas loin de Marseille. J'ai fait ça pendant 2 ans et ensuite, souhaitant chercher quelque chose de plus international où je pouvais profiter de mes compétences interculturelles et linguistiques, je me suis orienté vers ce qu'on appelle des services de relocation. Alors le relocation, c'est des services destinés à accueillir des familles d'expatriés. Donc imaginez, vous partez en Chine avec vos 2 gamins, vous ne parlez pas le chinois, et ben on est là pour vous accompagner, pour trouver votre logement, pour tout mettre en place, trouver des écoles adéquates, trouver vos assurances, etc. etc. Donc j'ai fait ça à Montpellier, ensuite je suis allé à Toulouse pour manager une équipe qui offrait ce genre de service. Et puis j'ai décidé que je voulais rejoindre plutôt une grande entreprise internationale, où je pouvais évoluer sur le plus long terme au sein de la même entreprise. Et aussi me challenger un peu plus au niveau intellectuel. Parce que même si le service, je le trouve formidable, j'avais besoin de quelque chose de plus stimulant. Et j'ai pris la décision de reprendre encore une fois de plus mes études. Et là, je suis parti faire ce qu'on appelle un master spécialisé. Donc c'est une formation qu'on fait après un master 2. Et pendant 1 an, j'ai étudié à l'ENSAM, donc l'École nationale supérieure des arts et métiers de Paris, pour faire un master spécialisé donc en ressources humaines internationales et gestion de la mobilité internationale, donc gestion des expatriations, on va dire, donc des gens qui vont travailler à travers le monde. Et donc, c'est très spécialisé, mais il y a des équipes au sein des départements ressources humaines des entreprises qui gèrent cette population-là. Et ça m'a permis donc de commencer à travailler pour une entreprise qui s'appelle Lafarge, vous connaissez peut-être, ils sont à Casablanca, qui font des matériaux de construction, notamment du ciment, du béton, des choses comme ça. Donc j'ai travaillé 3-4 ans pour Lafarge. Et ensuite j'ai eu l'opportunité de retourner à Toulouse pour travailler pour Airbus, qui vous connaissez peut-être aussi, qui font les avions. Ça fait partie d'un groupe aussi qui fait aussi des satellites par exemple, des hélicoptères. Et on a plus de 100 000 employés à travers le monde et on a plus que 4 000 expatriés à travers le monde aujourd'hui. Donc actuellement je travaille pour Airbus et je travaille également pour une université américaine mais qui est basée à Aix-en-Provence qui s'appelle IAU College. Si vous étiez là hier, peut-être qu'on s'est rencontrés. J'avais un petit stand et j'accompagne l'université également pour son développement sur des nouveaux programmes de formation diplômante, de bachelors et de masters. Voilà. Merci, Monsieur Campbell. Diversité, enrichissement restent les points qui marquent le plus votre parcours. Vous savez comment on réplique devant un parcours comme le vôtre, au Marocain? On dit « Masha'Allah ». N'est-ce pas? Monsieur Zine, allez-y, à vous. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est pareil, c'est comme Monsieur Campbell. Merci.
Il a fait American System, j'ai fait American System. C'est à peu près pareil. Et on avait aussi notre liberal art et le truc où on vous accueille pour vous apprendre le chinois. Pareil, c'était la même chose. Alors, merci pour votre accueil. Si je devais vous raconter une histoire, elle remonte à très loin. Elle remonte à peut-être 96, 97. J'étais plutôt, jusqu'au lycée, un élève qui se débrouillait pas mal. Et puis, un an avant le bac, j'ai eu la brillante idée de faire grève parce que je voulais absolument qu'on m'achète une moto. Ne soyez pas triste, je roule en Harley Davidson maintenant. C'est vous dire que ça a marché à la fin, quelques années après. Bon, la moto n'est jamais arrivée à l'époque. Et donc, chemin faisant, j'ai perdu, parce que le sujet c'est de l'excellence, j'ai perdu le souci de l'excellence. Et donc, je me suis retrouvé avec des notes catastrophiques, particulièrement en mathématiques, physique, à la fin de la 16e année. Il y avait un bac qui arrivait. Ah, je vois qu'il y en a qui se reconnaissent. Tu vois, je suis pas seul. Et bah alors, j'ai fait le même choix que vous. En fait, c'est ma famille qui l'a fait pour moi et je la remercierai jamais assez. J'ai fait des cours accélérés en été. C'était dans un sympathique établissement sur boulevard Zielaoui. J'ai rencontré des professeurs magnifiques. Il y a 20 ans déjà, j'ai jamais oublié leur nom. Monsieur Jbiel, en physique, qui m'a expliqué que face au mouvement, il y a de la résistance. C'est les sciences physiques. Et donc, il y a de la chaleur. Donc, si vous voulez faire un mouvement, il va falloir supporter les chaleurs fortes. Monsieur Ouatirki m'a fait comprendre que les mathématiques étaient un jeu, et plutôt un jeu agréable. Cet établissement-là s'appelait El Bilia. Et j'ai terminé cette année du bac avec la meilleure note en mathématiques physiques de l'Académie de Casablanca. Voilà. J'entends les applaudissements pour Ouatirki, Kawakebi et El Bilia, évidemment. Non, c'est vous dire que cette institution est vraiment extraordinaire. Il y a certaines rencontres qui vous transforment comme ça dans votre parcours, dans votre vie. Alors j'ai appris pas mal de choses sur ces cours accélérés d'été, puis les cours du soir. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs ou des grands frères ou des parents qui vous ont parlé de boulevard Zielaoui. On apprend autant sur les bancs d'école que dans les trottoirs en face. Nous, on avait des arbres, des grands arbres. Donc on prenait quelques minutes pour faire des rencontres, n'est-ce pas? Et donc dans ces rencontres-là, on apprend aussi d'autres choses. Tout ça pour vous dire que je ne sais pas si je suis le bien placé pour vous parler de la réussite parce que je ne sais toujours pas ce que c'est. Mais en tout cas, je vous parlerai de la réussite comme étant une destination. Et si vous parlez aux gens du voyage, des gens qui marchent, ils vont vous parler toujours de la destination d'une façon magique. Parce qu'ils n'y sont pas encore, ils en rêvent. Ils ne voient pas ce que c'est. Or, celui qui est arrivé à la destination, une ville que vous voulez visiter, lui est déjà passé par là, il vous décrit une réalité, parce qu'il a vu. Moi, je préfère être dans la posture de celui qui marche, de celui qui n'est pas arrivé encore à la réussite, mais qui en rêve, parce que c'est quelque chose qui fait que vous vous réveillez le matin avec l'énergie nécessaire pour y aller. Bien sûr, les parcours d'excellence sont tracés, mais l'excellence n'est pas un chemin tracé. L'excellence est un chemin que vous allez devoir marcher, pas à pas. Vous vous rappelez de pas à pas? Non? Les manuels scolaires ont changé. En tout cas, moi, j'ai appris la langue française dans un manuel qui s'appelait pas à pas. C'était sympathique. À l'époque, l'école formait encore à savoir lire, écrire, compter, former l'esprit et former le corps. Depuis, il y a eu quelques soucis et certains ont la chance de pouvoir compter sur eux, sur leur environnement, sur leur famille, sur une rencontre d'un professeur dévoué dans un établissement public ou ailleurs et finissent quand même par être aussi bien formés que sous d'autres cieux, ou en France, aux États-Unis. C'était pas qu'une blague, hein. On peut être tout à fait prêt de la même manière, quelle que soit notre position dans le monde, quelles que soient nos conditions. Donc, ne croyez pas qu'il y a une prédisposition de quiconque à aller sur les voies de l'excellence et que l'autre n'a pas les mêmes prédispositions. Ce n'est pas vrai. Ça ne tient pas qu'aux moyens, ça ne tient pas qu'au cercle familial, ça ne tient pas que le potentiel dont on dispose sur un plan financier. C'est d'abord une affaire de soi. Il y a un magnifique livre qui vient de sortir, enfin il a bientôt un an, d'un monsieur débutant en France qui s'appelle Jacques Attali, il fait que démarrer. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Devenir soi, pour expliquer que dans le monde d'aujourd'hui, normatif, dans la mesure où il forme
sur la base de stéréotypes, le même profil un peu partout dans le monde. Celles et ceux qui réussissent le plus vite et qui vont le plus loin sont ceux qui sont eux-mêmes, qui deviennent soi, c'est-à-dire qui prennent le retrait nécessaire pour explorer les talents qui sont en eux et pour trouver les chemins de la réussite. C'est parce que vous avez la chance d'avoir tout disponible sur votre tablette et smartphone qu'il devient nécessaire de retrouver les plaisirs d'une salle de cinéma, d'une pièce de théâtre. C'est à peu près la même formation quand il parle de la danse, du théâtre, etc. Mais si l'environnement ne le permet pas, faites l'effort de le faire vous-même. Ne passez pas votre vie à regarder en bas. Essayez d'avoir la tête haute dans une salle de cinéma, devant une pièce de théâtre, dans un stade de football, dans la vie en général. Vous pouvez regarder, apprécier les choses la tête haute. Je ne suis pas de ceux qui disent non aux nouvelles technologies, pas du tout. Je vous dis juste que le monde est beaucoup plus vaste, que le pays qui est le nôtre, le Maroc, est beaucoup plus grand et beaucoup plus libre qu'on le croit. C'est pas vrai que rien ne va. Il y a des possibilités de voies d'excellence ici comme ailleurs. Il suffit de croire dans son potentiel. Meriem Borja, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une dame marocaine qui fait les 7 sommets mondiaux. Et c'est une dame qui raconte une histoire magnifique. Un jour de ses 16 ans, alors qu'elle est dans une famille tout à fait normale, conservatrice, avec le modèle type du père marocain, décide de prendre un sac à dos et de partir. Et depuis, elle fait des découvertes extraordinaires et elle va chercher les sommets mondiaux. Donc elle a fait des sommets de montagne en Europe, au Maroc, en Asie, et j'en passe. Elle a été reçue par Sa Majesté le roi Mohammed VI, décorée, etc. Anas Yaqin est un jeune qui a décidé un jour de prendre son sac à dos et de faire le tour du Maroc à pied. Il s'est marié depuis et avec son épouse prépare aujourd'hui le tour de l'Afrique. Il a été contacté par des chaînes de télé américaines, des grandes revues scientifiques pour pouvoir, je pense que je vois des têtes s'agiter, il y a des gens qui connaissent l'histoire d'Anas, elle est formidable. Alors je vous passe les histoires tristes, Leila Alaoui, la photographe qu'on a perdue à Ouaga, tout ça pour vous dire que les chemins de l'excellence existent, pourvu que vous croyez en vous. J'aimerais bien vous écouter tout à l'heure parce que je suis plus dans l'interaction. Je ne suis vraiment pas venu vous parler de ma carrière, etc. Elle a été chaotique. Mais je ne m'en plains pas parce que tous les jours que Dieu fait, j'ouvre les yeux avec la volonté de faire mieux qu'hier et peut-être un peu moins bien que demain. Voilà. Merci, monsieur. De toute façon, une chose est sûre, c'est que le chemin où la réussite, l'excellence, c'est un escalier et non pas une porte par laquelle on entre. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de poser vos questions à nos chers intervenants. Maintenant, on passe à monsieur Rafei. Rafei, pardon. Excusez-moi. Bonjour. Tout d'abord, je remercie l'établissement Il Bilia de m'avoir invité à cet événement que je trouve très intéressant pour des jeunes dans votre âge. Je ne saurais pas développer un discours aussi bien que mon collègue juste à côté. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. J'ai fait formation dans un domaine qui n'est pas très bien connu dans le monde. Après un bac scientifique, j'ai fait ce qu'on appelle contrôleur de la circulation aérienne. Donc ce qu'on appelle en France les aiguilleurs du ciel. Donc c'est un domaine très pointu, c'est une spécialité qui est là pour fournir ce qu'on appelle les services de la circulation aérienne. Ça veut dire aider les pilotes dans le ciel à s'orienter et d'éviter tout ce qui est incident, accident dans l'air. Et ensuite aussi protéger le ciel d'un pays par rapport à tout ce qui peut toucher et la sécurité et la sûreté et aussi l'environnement. Donc il y a un aspect aussi d'environnement au niveau de l'aviation civile. Donc après, j'étais affecté dans un petit aéroport qui est l'aéroport de Hoceima, une petite activité, et je ne me trouvais pas en tout ça. Donc je faisais contrôleur et après j'étais curieux pour apprendre un petit peu la gestion administrative et j'ai accompagné ce qu'on appelle le commandant d'aéroport pour tout ce qui est administratif. Ça m'a permis d'élargir mon esprit, d'apprendre d'autres choses que le côté technique. Et après, j'ai décidé de rentrer à Casablanca.
J'ai fait 15 ans de contrôle radar au niveau de l'aéroport. Mais aussi, ça m'a donné la possibilité de participer dans tout ce qui est projet de développement de l'aéroport et des aspects d'exploitation aéroportuaire et tout ce qui est sécurité et sûreté de la piste. Et il y avait la création de ce qu'on appelle l'Académie internationale Mohamed VI de l'aviation civile en 2002, qui a été inaugurée par Sa Majesté. Et là, on avait besoin de ressources et donc on a cherché un petit peu les profils qui peuvent réussir cette mission. J'ai eu l'honneur dans le temps d'être parmi les gens qui ont été sollicités pour accompagner ce grand projet parce que c'était la première école au Maroc qui va gérer cet aspect d'aviation civile. Et là, j'ai passé une année en tant qu'instructeur. Et par la suite, j'ai été sollicité pour gérer un aspect qui est la formation des contrôleurs de la circulation aérienne. Donc, j'étais nommé chef de service formation contrôleur de la circulation aérienne. Et vu l'évolution du domaine, donc on a voulu à ce que cette formation se développe d'une formation de technicien vers une formation de manager. Et donc, j'ai géré un projet de mettre en place dans l'académie un master carrément de gestion de trafic aérien. Et alhamdoulilah, ça a été réussi en 2003. Et qu'aujourd'hui, au niveau de l'académie, nous avons 2 masters. Le premier, c'est le master gestion de trafic aérien, auquel on recrute des candidats qui font du Bac plus 3, scientifique et technique, avec un concours écrit, oral, entretien et psychotechnique, et ensuite une visite médicale dans un centre qui est homologué. C'est le seul centre d'ailleurs qui existe à Rabat, géré par les militaires. Parce que dans l'aviation civile, on veut s'assurer que les gens ils sont en très bonne santé et aussi ils ont le psy qui est normal. Donc, aussi, il y a un autre master, c'est le master, ce qu'on appelle les électroniciens de la sécurité aérienne. Tout ce qui est équipement et tout ce qui est, si vous voulez, matériel utilisé au niveau de l'aviation civile, il a besoin d'être maintenu. Donc, ce master-là, la spécialité, c'est de former des gens pour pouvoir faire la maintenance de ce système-là. À côté, nous avons 3 formations d'ingénieurs que nous recrutons avec bien sûr les classes prépa, comme toutes les écoles marocaines, c'est classes prépa et concours. Et après l'orientation, en recoupant la moyenne par rapport au choix des élèves. Et on a du génie industriel, génie informatique et génie électrique et électronique, qui sont actuellement... c'est des ingénieurs généralistes, mais dans peu de temps, on va les orienter aussi ingénieurs génie informatique, aéronautique, génie industriel aéronautique et aussi génie électrique, électronique, aéronautique. Il y a un projet au niveau de l'académie aussi, c'est que l'équipement de transport aujourd'hui, il a décidé, comme l'école Royal Air Maroc n'existe plus, et que l'État veut conserver ce patrimoine, si vous voulez, de 60 ans de formation du pilote, et surtout au niveau du Maroc, on a réussi cette formation de pilote de A à Z avec une structure marocaine, des ressources marocaines, et ça veut dire que ce patrimoine, on veut le conserver, et il y a un projet de transférer la formation de pilote de ligne de l'Académie Royal Air Maroc vers l'Académie internationale Mohamed VI de l'aviation civile. Donc le projet, il est là, on l'a préparé, et il est au niveau de l'enseignement supérieur et au niveau du ministère de l'équipement, et peut-être que l'année prochaine ou l'année d'après, on va lancer cette formation aussi de pilote de ligne. Le beau, c'est qu'il sera une formation dans le cadre d'ingénieur, et ça veut dire que l'élève, il sort avec un diplôme d'ingénieur, aviation civile, et une option pilote. Donc il a la compétence pilote, il peut piloter n'importe quel type d'avion, mais aussi il a aussi les compétences d'ingénieur.
Donc s'il décide de ne plus piloter, il a la possibilité de travailler dans le domaine de l'ingénierie. C'est le cas des 2 masters, parce que septembre prochain, les 2 masters aussi, ils vont être mutés de formation de master vers formation d'ingénieur. Donc on aura ce qu'on appelle les ingénieurs contrôleurs de la circulation aérienne, et nous aurons les ingénieurs électroniciens de la sécurité aérienne. Et là aussi, ils auront les compétences ingénieurs d'ingénierie, mais aussi les compétences pour exercer le métier de contrôleur de la circulation aérienne. Alors au niveau de l'académie, et là, mon ami, il a mis le point sur quelque chose de très important. Dans la vie, il ne faut pas dire que je commence avec une formation et c'est avec cette formation que je vais faire ma vie. Mais dans le parcours, il y a sûrement des virages à prendre, et que ces virages, ils vont vous mener vers d'autres destinations. Les makanouch al-bel. Alhamdoulilah, au niveau de l'académie, j'ai eu la possibilité de faire des formations en matière de sûreté de l'aviation civile. Donc c'est un autre domaine. Et qu'aujourd'hui, je suis expert au niveau de l'Organisation internationale de l'aviation civile, qu'on appelle l'OACI, qui gère tous les aspects de l'aviation civile au niveau du monde. Et là, on fait appel à moi pour faire de l'instruction pour d'autres pays, et aussi pour faire ce qu'on appelle l'audit et l'inspection pour les autres pays, en tant que compétence OACI, mais aussi en tant que Marocain. Et j'ai cette fierté pour représenter mon pays dans ce domaine-là. Donc là, c'est un domaine aussi qui n'est pas très bien connu, mais qui peut faire beaucoup de carrière pour les jeunes. Justement, Monsieur Refaï, nous aussi, on en tire de la fierté. On est fiers d'avoir des personnes marocaines qui sont allées un peu loin dans des domaines qui ne sont pas démocratisés. Et j'allais justement réagir à ce que vous êtes en train de dire. Est-ce qu'il y a une information formelle, une communication formelle sur ces métiers? Parce que je suis sûre que dans cette salle de conférence, il y a certaines personnes, certains élèves qui vont se reconnaître et qui auront leur bac pour bientôt, Inch'Allah, et qui voudront faire le même parcours que vous, accéder à des voies comme le domaine de l'aéronautique. Il est prometteur, comme il a été dit par le ministre de l'enseignement supérieur hier. Mais je ne sais pas, est-ce que les personnes concernées communiquent sur ces concours d'accès? Comment ça se passe? Alors, en premier lieu, j'ouvre une invitation à toute personne qui veut venir à l'académie. Ça se trouve au niveau à côté de l'aéroport. Et malheureusement, on était les premiers à être là-bas. Et maintenant, pour donner les coordonnées de l'académie, qu'est-ce qu'on dit? Nous sommes à côté de Mondiapolis. Alors que 10 ans avant, le Mondiapolis, nous, on existait. Donc, les gens qui sont de passage à Noisseur, à l'aéroport, donc passez nous voir. Moi, en tant que directeur des études, je vous recevrai avec le grand plaisir et vous faire toutes les explications qu'il faut, et même vous organiser une visite aux installations, aux équipements pédagogiques qu'on utilise pour développer les compétences en aviation civile. Ça en premier lieu. En deuxième lieu, je vous invite aussi à se connecter sur le site de l'AIAC. Donc c'est aiac.ma et vous allez trouver toutes, si vous voulez, les informations dont vous avez besoin pour pouvoir choisir un des aspects de formation qui existent au niveau de l'académie. Donc il faut retenir ces adresses. Maintenant, avec nos chers intervenants, on passe au premier volet de notre thématique, les divers choix pour s'accomplir. On a toujours, comme nous l'avons dit tout à l'heure, on a toujours privilégié les prépas. Les prépas, c'est toujours réservé pour des gens musclés en mathématiques. C'est les prépas qui mènent aux grandes écoles de commerce. Des métiers comme la médecine, la pharmacie ou d'autres, les écoles spécialisées, l'architecture, des parcours un peu plus courts, dans un environnement instable. Est-ce qu'il faut raisonner avec le classique ou bien il faut envisager un autre parcours? Comment est-ce que les élèves justement peuvent s'informer sur ce bouleversement qui a touché les métiers
et comment peuvent-ils faire justement pour réussir un choix ou le choix après le bac. La parole est ouverte, chacun de vous pourra rebondir sur ce que je viens de dire. Avec vous, Madame. Oui, en fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas un parcours unique. D'abord, c'est qu'est-ce que vous aimez faire, dans quoi vous êtes excellent. Même si vous êtes très bon en maths physique et que vous adorez l'art, pourquoi pas? Parce qu'il vaut mieux faire ce qu'on aime pour exceller et finalement, ce seront ces métiers-là qu'on aime faire où on gagnera le plus d'argent, si c'est votre finalité. Parce que moi, j'estime que juste faire ingénieur parce que ça fait bien et parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile, si, in fine, vous êtes malheureux derrière dans votre boulot, etc., c'est quoi la finalité? Donc, se poser la question de vraiment ce qu'on aime faire. Ensuite, il n'y a pas toujours les voies les plus difficiles qui sont celles qui vous amènent vers votre finalité. Il y a des parcours qui peuvent être adaptés. Donc, commencer par quelque chose qui est plus généraliste pour ensuite se spécialiser. Vous n'êtes pas obligé à 18 ans de choisir votre spécialité. Si vous avez envie de faire un métier, essayez d'aller voir sur le terrain. Vous avez envie d'être médecin, ben faites un stage d'observation dans une clinique. Vous avez envie d'être avocat, ben comprenez qu'il faut lire des tonnes et des tonnes de textes juridiques et les comprendre. Et donc, certainement, je pense que essayer, même avant le bac, d'avoir une petite pratique terrain avant de faire ses choix de profession libérale, par exemple, n'est pas inintéressant. Si vous n'êtes pas sûr, eh bien, allez vers quelque chose de plus généraliste, pas forcément les prépas, la fac, oui, mais bon, et pas toujours les mêmes pays. Comme vous disiez tout à l'heure, le Maroc offre de très belles formations aussi. Par contre, il y a juste un point sur lequel j'aimerais insister, c'est le côté, comme disent les Américains, soft skills. C'est-à-dire que oui, on peut être un excellent ingénieur, maths, physique, et d'ailleurs aujourd'hui mon métier c'est de gérer des ingénieurs, mais il y a ce côté communication, ce côté prise de parole, ce côté management qui manque. Donc je vous encourage vraiment à réfléchir plus globalement, non seulement les choses scientifiques, si vous êtes doué pour ça par exemple, mais rajoutez toujours dans votre cursus, même à titre personnel, une formation un petit peu polyvalente en langue ou en prise de parole en public, ou intéressez-vous à l'art. Ce sont des profils beaucoup plus intéressants et riches au moment de l'embauche, quand vous êtes dans la situation d'être embauché. Et moi, j'ai affaire à des ingénieurs marocains formés au Maroc. Je peux vous assurer que, malheureusement, il manque ce côté. Et ça, j'aimerais tellement qu'on développe des cursus, avec des cours, avec des praticiens, pour apprendre ça, pour nous développer dans ce domaine. Et c'est ça ce que j'aime dans le système américain. Mes enfants sont à l'école américaine et mon fils est à l'université en 2e année. Eh bien, il est capable de prendre la parole depuis 18 ans devant une salle de 500 personnes. C'est juste que c'est dans l'état d'esprit. Même s'ils sont ingénieurs, et au Maroc, il n'y a pas ça. Donc moi, c'est peut-être un petit appel aussi aux écoles comme El Bilia de développer ces soft skills, pas que les maths, la physique, C'est fait, madame. Bon, il y a des événements qui sont organisés au niveau de notre établissement et qui ont pour objectif justement de développer cette aisance de prise de parole, cette confiance en soi. Les stages dont vous avez parlé, ça démarre chez nous au brevet, au collège. Cette année, c'est une première, c'est qu'on a essayé d'intégrer dans les études du tronc commun les sciences sociales et économiques pour toutes les branches, toutes branches confondues, même les scientifiques. Excellent. Et l'objectif, justement, c'est de développer cet aspect de communication, parce qu'on peut être fort en physique, en maths, en chimie, mais manquer de langue véhiculaire, de moyens de communication, et ça peut fausser tout le jeu. Reste peut-être à méditer la chose dans l'enseignement public. En l'absence justement de cet effort, les élèves doivent se prendre en charge eux-mêmes et essayer de s'auto-former, une sorte de construction de soi dans ce domaine-là, parce que c'est nécessaire. Et je voudrais juste rajouter aussi qu'avoir un mentor,
depuis peut-être le bac, c'est pas inintéressant. Essayez de trouver quelqu'un qui va vous accompagner dans votre recherche de ce que vous avez envie de faire, qui va vous aider je sais pas, à rédiger votre CV, à vous préparer aux interviews. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est un modèle américain, c'est le mentoring. Je ne sais pas si c'est en train de se développer au Maroc ou pas, mais en tout cas, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience dans ce que vous avez envie de faire et qui puisse vous communiquer sur ce que c'est qu'une journée d'architecte ou de médecin, et qu'est-ce que ça demande, est-ce que c'est un travail stressant, est-ce que vous avez envie d'être salarié, est-ce que vous avez envie d'être libre, est-ce que vous avez envie d'être entrepreneur. Donc ce n'est pas une taille unique, c'est plusieurs parcours, mais il faut aller de l'avant et parler aux gens qui travaillent dans ce que vous voulez faire. Oui, merci madame. Donc, La parole est ouverte. je crois que le message de mon collègue tout à l'heure était clair. C'est que dans la vie, il faut réussir la vie, mais chez les études. Donc les études, c'est un moyen. Ça reste toujours un moyen. Aujourd'hui, c'est le bac et après, ça sera le concours commun ou une licence à gagner. Par la suite, c'est un master et après. Mais quand on va faire si vous voulez, le bilan, est-ce que nous sommes heureux dans ce que nous sommes en train de faire ou non? Donc c'est très bien de s'organiser dans la vie et dire que je dois réussir ma vie. Et bien sûr, mes études, c'est un des moyens que je vais utiliser pour être heureux et pour réussir cette vie. C'est très important. J'ai même assisté un jour à un sociologue qui parlait d'une grande école, d'ailleurs américaine. Dès qu'on met les pieds dans l'école, vous avez le premier projet à réaliser. C'est le projet de votre vie, jusqu'à la mort. Oui. Et il y a des gens qui vous accompagnent pour mettre en place ce projet. Et les gens, ils reviennent avec 400, 500 pages. Et après, votre rôle, c'est de lire tous les mois ce projet et de le modifier par rapport à ce que vous êtes en train d'apprendre, dans l'école et aussi dans la vie, tous les 3 mois. Et comme ça, les gens, ils se mettent dans une trajectoire et ils regardent très très bien cette destination avec un autre œil, un œil qui est bien organisé et qui sait comment mettre en place tous les moyens pour atteindre cet objectif. Ça, c'est très intéressant. Il faut, je pense, à partir d'aujourd'hui, penser à ça. Qu'est-ce que je veux devenir ? Mais très important, comment je peux le devenir? Parce qu'il y a une grande différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que tout le monde rêve. On a tous rêvé. Mais les gens qui réussissent la vie, c'est les gens qui transforment leur rêve en objectif. Ça veut dire que ça devient observable et mesurable. Et après, on va chercher toute la stratégie à mettre en place pour atteindre cet objectif. Donc là, on n'est plus dans le rêve, mais on est dans un objectif à atteindre et on met une stratégie pour l'atteindre. Et après cette stratégie, il va nous demander des moyens et des contacts et on va mettre en place tous ces moyens pour pouvoir réussir ces stratégies. Et en réussissant ces stratégies, on est sûr d'atteindre notre objectif. Il faut que chaque jeune pense de cette façon-là pour pouvoir réaliser réellement son rêve. C'est sûr, ouais. C'est sûr qu'il faut s'inscrire dans une démarche de réflexion approfondie pour tracer sa trajectoire, ses objectifs intermédiaires et finaux, comme on le fait en classe, et essayer d'atteindre son objectif. Merci beaucoup. Ce que dit M. Refaï est très intéressant. Je le remercie. Il a prononcé, comme Mme Mdjela, un mot-clé par rapport au bonheur. Je crois que finalement, la définition de la réussite, c'est celle-là. C'est la capacité à se procurer la plus grande part de bonheur le maximum de temps possible. Très bien. Ce que cette école dont parlait Refaï fait, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, le voyage est plus important que la destination. La destination, c'est la réussite. Mais il faut bien vivre le voyage. Je suis un enfant de l'école publique. Et la seule sortie dont j'ai le souvenir, c'est celle qui consistait à organiser au niveau de la 4e année au primaire, on partait à la découverte des rochers. Voilà, sur les roches. Oh ben voilà, il y a des gens qui s'en rappellent, c'est génial.
Eh ben, il se trouve que Diab, on le connaît. Enfin, quand on est un peu de Casablanca, Diab, tout le monde parle arabe ici. Voilà, c'était par précaution, je continue en français. Ça. Donc tout le monde connaît Diab. Mais ce qui était marrant, c'est le fait de monter tous ensemble dans le car, etc. et d'y aller. Donc ce petit exemple, prenez-le, mettez-le à la taille de la vie. Ben, c'est exactement ça. Si vous mettez comme objectif la réussite, à ne pas entendre comme étant que la réussite financière, ou que la réussite politique, ou que la réussite sociale. La réussite, je vous en ai donné ma définition, c'est la capacité à se procurer la plus grande part de bonheur, donc oui, faire ce qu'on fait au quotidien, et le maximum de temps possible. Parce qu'il y aura des moments où on fera des choses pour lesquelles on n'a pas forcément une passion. Mais votre formation, votre parcours, c'est pouvoir trouver la passion de faire ces choses-là pour bien les faire quand même. Vous savez, il y a une blague qui circule sur Internet qui dit comment se passe l'entretien d'embauche selon qu'on soit aux États-Unis, en France, au Maroc. Vous la connaissez, je la répète quand même. Aux États-Unis, on vous dit qu'est-ce que vous savez faire avant de vous embaucher. En France, quel diplôme est-ce que vous avez? Et au Maroc, qui vous a envoyé? Pardon. Et comme vous êtes des citoyens du futur et des citoyens du monde, je vous recommande d'avoir les 3 ressources. C'est-à-dire d'apprendre à faire des choses, d'avoir de bons diplômes, le maximum possible, et de se réseauter. De se réseauter, de faire des rencontres. Ce n'est pas un mauvais terme. Se réseauter ou, à la limite, soyons fous, de se faire recommander. Ce qui est mal, c'est prendre la place d'autrui sur des critères qui ne sont pas objectifs. Mais le monde fonctionne en réseau, en connaissance. Et donc, ce que l'école ou l'université plus tard vous donnera, c'est des ressources techniques. C'est de la technique. Et d'ailleurs, tout ça est à relativiser. Je vous parlais des maths et des physiques. La vie vous apprendra que les droites parallèles se croisent. Ça se croise dans les yeux de celui qui regarde, parce que c'est un globe. Donc voilà, c'est compliqué, hein, mais voilà, les parallèles se croisent. Que le rectangle, les angles ne sont pas toujours droits, parce qu'on vous apprendra... Les professeurs de maths ne seront pas d'accord. Oui, je sais, évidemment. Mais la vie vous apprendra, n'est-ce pas, mais dis-toi aussi, à arrondir les angles. Et donc, ça sera toujours un rectangle, mais sans les angles droits. Donc, les ressources techniques sont nécessaires. Après, vous avez un autre type de ressources, ce sont des ressources sociales. C'est votre parcours social, votre quartier, votre famille, vos rêves d'enfant, vos rencontres, vos bêtises, votre 14 février que vous passez ici dans cette salle à m'écouter au lieu d'aller faire des choses intéressantes. Tout ça, c'est votre parcours social. Et puis, vous aurez besoin de ressources politiques. Et ne l'entendez pas comme étant la politique, non. Si vous êtes au sein d'une entreprise, il y a des rapports qui sont tels que ce n'est pas tout à fait raisonnable, ce n'est pas tout à fait cartésien, mais il va falloir avoir des ressources politiques pour pouvoir gérer les humeurs du patron, pour aller gérer les passages à vide du client ou du marché, pour pouvoir négocier avec son banquier. Ce sont ces ressources-là dont parlait tout à l'heure Mme Zahra, et qui peut être sur des profils hautement qualifiés en termes techniques, des ingénieurs qui sont très pointus, etc. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir la richesse du parcours de Serifai pour pouvoir parler de choses qui sont techniques, mais avec des mots simples. Voilà, je ne voudrais pas monopoliser la parole plus, je voulais juste dire que M. Serifai est très modeste. Lui, il est aiguilleur du ciel. Vous savez, ce sont les gens qui font en sorte que les avions arrivent à voler et décoller. Quand lui fait grève, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'avion. Quand les gens comme moi font grève, tout va bien. Donc voilà, son métier est beaucoup plus important. Alors moi, je veux juste rebondir sur une chose. C'était la notion de rencontre, on l'a évoqué. La rencontre avec certaines personnes, on est là justement aujourd'hui pour vous rencontrer. Mais en tout cas, je veux vous dire, surtout, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous pensez à un projet, vous pensez à un rêve, vous pensez à une idée. N'ayez pas peur d'aller taper sur la porte de quelqu'un. Sachez juste une chose, et on en est la preuve aujourd'hui, les gens adorent partager ce qu'ils font et ce qu'ils aiment. Si vous tapez sur la porte de quelqu'un et vous dites « Moi, je m'intéresse aux avions, je m'intéresse à tout ce qui touche à l'aéronautique, mais je ne sais pas quoi faire. » Mais c'est pas grave.
ça vous parle, ça vous donne envie, n'ayez pas peur de taper sur la porte de quelqu'un qui partage peut-être cette envie, qui partage cette passion. Et ils vont avoir un grand plaisir à le partager avec vous. Vous n'êtes pas en train de l'embêter, au contraire. Vous êtes en train de lui ouvrir une opportunité de partager sa passion. Et quand on est passionné de quelque chose, il n'y a rien de mieux. C'est fabuleux. Donc retenez bien ça. Vous pensez, vous avez un rêve, allez taper sur la porte de quelqu'un qui s'intéresse à la même chose et vous allez pouvoir échanger, ils vont vous donner des idées et peut-être qu'ils vont vous aider à vous rendre compte que finalement l'idée que vous aviez en tête est complètement irréaliste ou décalée ou absolument l'inverse. Mais autant le savoir plus tôt si ce n'est pas du tout ce que vous pensez que c'était. Ici, ça l'était, autant le comprendre d'autant plus tôt pour commencer à vous aiguiller, vous accompagner vers ce projet-là. Et il y en a des milliers d'exemples, mais je vais parler par exemple du mien, où j'ai démarré, aujourd'hui je suis dans les RH reliés à la gestion de la mobilité internationale, mais j'ai démarré dans le relocation juste avant. Et c'est ça qui m'a donné une première porte d'entrée vers où je suis aujourd'hui, parmi plein d'autres choses. Mais à un moment donné, j'avais un trou d'1 mois entre la fin d'un job d'été et le début de mon premier master. J'avais 1 mois de libre. Et j'ai juste tapé sur la porte d'une agence de relocation et je dis, écoutez, j'ai 1 mois de libre. Je commence à apprendre ce que c'est le relocation. J'ai vu un peu sur Internet. Je ne connais pas trop, mais je crois que je vais aimer ça. Je crois. J'ai envie d'apprendre plus. Et j'ai juste tapé sur la porte en disant, est-ce que pendant 1 mois, je peux être bénévole chez vous? Et elle m'a ouvert la porte. Et pendant 1 mois, j'ai fait ce métier-là et je me suis régalé. Et ça a coûté rien à elle, rien à moi. Au contraire, ça nous a enrichis tous les deux. Donc, n'ayez pas peur. Allez taper sur la porte. C'est mon message. Alors, je vais faire de ce que vous avez dit, Monsieur Zine, et on anticipe, on ouvre la parole, parce qu'il reste une petite demi-heure. La parole est à vous pour les questions. Si vous le permettez. Bien sûr. Je crois que pour la réussite, il y a 3 choses essentielles. En premier lieu, il faut être motivé pour faire quelque chose. C'est la motivation. Parce que si on est forcé à faire quelque chose, on ne va pas le réussir comme il faut. Donc là, en premier lieu, il faut être motivé. Ce n'est pas suffisant. Du tout. Il faut s'organiser. L'organisation après la motivation, c'est essentiel et c'est important. Et par la suite, on va imaginer que les choses peuvent se réaliser facilement. Non, il y a toujours des contraintes, il y a toujours des difficultés. Et la beauté de l'être humain, c'est que lorsqu'il sait comment, si vous voulez, surmonter ces difficultés et comment résoudre ces problèmes. C'est-à-dire la persévérance. Il faut insister dans la vie. Si les Anglais le disent, « If you can't try, try, try again ». C'est-à-dire qu'il faut insister dans la vie. Si je veux réussir, il y a des difficultés, il y a des barrières. Et le bout de la chose, c'est que je saurai comment résoudre ces problèmes, comment surmonter ces barrières pour atteindre... La mesure brute, la vraie mesure de l'être humain, c'est dans les moments difficiles qu'elle se mesure, pas dans les moments aisés. Exactement. Donc, et quelque chose de très beau qui a été dit par notre cher collègue, c'est la polyvalence dans la vie. C'est important. C'est important d'être technicien, mais aussi d'avoir des compétences en tout ce qui est sciences humaines, tout ce qui est communication. Je peux vous citer un exemple. L'année dernière, on a trouvé un stage pré-embauche pour une élève. Il était très très bien intégré et au bout de 4 mois, il a réussi son projet de fin d'études et il a intégré ses sociétés. Mais malheureusement, le premier semestre, il a été viré. Est-ce qu'il n'était pas compétent? Non, il était compétent parce que on était juré de son projet de fin d'études et il a fait les choses, techniquement parlant, très très bien. Mais il a eu un problème avec le patron, qui était une dame, juste sur un aspect qui est stupide.
On l'a demandé de venir travailler un samedi, il a refusé. Alors que c'est un ingénieur, et un ingénieur, il est géré par... madame, il va le confirmer. L'ingénieur, il est géré par projet, pas par présentiel. Hein, c'est pas de 8h à midi, non, c'est un projet à mener. Et voilà. Et la demoiselle, il a refusé. Et c'était le problème de... Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair dans sa tête. C'est que... Cette façon de faire et d'être, peut-être s'il et comment parler au patron, comment gérer une situation difficile avec l'employeur. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il faut avoir les compétences du domaine de spécialité, mais à côté, tout ce qui est aspect communication, tout ce qui est aspect managériel est très, très, très important et fondamental. Capacité personnelle, à s'accepter, à être accepter qu'on peut être différent de l'autre. Il faut respecter donc sa hiérarchie, c'est aussi important. J'ai un ami qui est professeur, je ne vais pas monopoliser la parole, qui est professeur PES, ça veut dire c'est le 3e degré de doctorat, qui est professeur de la fac de Mohamedia. Et aujourd'hui, il a eu sa licence au Mqaïd le master, FACH, sciences humaines. J'ai lui dit pourquoi, il m'a dit je veux devenir encore plus humain. Parce qu'avant, j'étais machine. Alors merci. Je connais des gens qui se sont inscrits dans le master en coaching personnel lancé par l'ISCAE. Quand on leur pose la question, ils veulent se connaître davantage. C'est le soi qui est recherché le plus. Donc, place maintenant à vos questions. Le micro-baladeur, c'est Yassine. Bonjour, présentez-vous. Alors, bonjour, je m'appelle Loubna Mansar, je suis bachelière à Edbilia, branche économique. Alors, j'ai 2 questions qui sont simples. La première est, quel est le cursus qui nous donne le plus d'avantages dans la phase de la prospection d'emploi? Est-ce le BTS, les écoles spécialisées, l'université ou la prépa? Et est-ce que l'on peut dire que dans ces 4 cursus, la seule voie d'excellence est la prépa? Merci. Bonjour Loubna. Non, les prépas ne sont pas la voie d'excellence. La preuve, je ne l'ai pas faite. Maintenant, si vous pouvez, faites-le quand même. Parce que vaut mieux être le mieux préparé, c'est vrai. Vaut mieux être les préparé. Mais il ne faut pas croire que les autres filières, BTS, école spécialisée, université, c'est un palliatif, c'est un brouillon, c'est une voie d'échec. Ce sont des voies comme les autres. Donc si vous... Il y a de la censure dans cette salle. Si vous avez... Je sais. Donc voilà, si vous pouvez, faites les prépas, mais si vous faites autre chose, c'est pas plus grave. Ça peut mener... D'ailleurs, il y a des filières après, des passerelles. Hein. Vous pouvez passer par les écoles de commerce ou les écoles spécialisées, ou même quasiment parcours quand vous êtes parmi les meilleurs. Je parle notamment du cas d'ISCAE. Il y a des gens qui rentrent sans avoir fait les prépas. Ils viennent des écoles de commerce, mais parce qu'il y a des passerelles pour les plus brillants, peut-être qui ont raté le coche sur les prépas pour un détail d'une demi-note, etc. Parce qu'après, les notes, mais c'est philosophique, c'est un autre débat. Et qui retrouvent cette filière d'excellence. Voilà. Moi, je voudrais aussi rajouter en fait que les prépas, ça dépend aussi de votre personnalité. Il y a énormément de pression, énormément de concurrence. Vous allez avoir affaire aux meilleurs des meilleurs, d'accord? Pour arriver finalement peut-être à être accepté dans une école qui n'est pas les top. Pour moi, faire une prépa pour finir dans une école moyenne, c'est pas intéressant. D'accord, d'un. De deux, c'est tout à fait possible de faire des choses qui sont bien plus prestigieuses que les prépas écoles françaises, notamment essayer de postuler pour des universités américaines, des Ivy League. Bon, bien sûr, là aussi, c'est encore plus difficile pour entrer, mais c'est un parcours beaucoup plus, je dirais, ils recherchent des profils beaucoup plus complets. Vos activités, vos centres d'intérêt, vos langues. Donc, les prépas, c'est encore une fois trop pointu et trop système franco-français. Si vous aimez, que vous êtes excellent et que vous avez envie de faire ça parce que vous aimez le challenge et vous aimez travailler H24, oui, faites-le. Mais vous prenez aussi des risques. Des risques d'aller dans des écoles moyennes, peut-être de QB éventuellement. Il faut chercher des parcours ou des écoles, des filières là où on peut exceller, on peut... Et vous pouvez arriver à une école de commerce ou d'ingénieur en commençant par la fac. C'est tout à fait possible.
Parce qu'il y a des prépas parallèles après une maîtrise. Mais l'avantage, c'est que vous avez eu votre maîtrise en poche. Peut-être pour ajouter quelque chose, si on regarde les écoles de commerce, en tout cas françaises, j'ai lu quelques articles récemment qui montrent qu'en effet, le pourcentage de personnes qui sont en train d'accepter par ce qu'on appellerait des voies parallèles, qui ne sortent pas justement des prépas, est en train d'augmenter de façon significative. Et à mon avis, c'est parce que justement, ils veulent une certaine diversité. Ils ne veulent pas des gens qui sortent tous du même moule. Et en effet, quand on regarde ceux qui sortent des prépas, ils sont peut-être très forts sur certains points, mais un peu moins intéressants, moins forts sur d'autres. Et ceux qui arrivent sur des voies parallèles offrent quelque chose de différent. Et ce n'est pas parce que c'est différent que c'est mauvais. Mais chacun apporte sa richesse, chacun apporte quelque chose. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas passé par le voie de la prépa qu'on va justement pas réussir sa vie. Oui, ils vont peut-être être un peu moins forts sur certains points en arrivant dans l'école de commerce, mais peut-être qu'ils ont vécu des expériences beaucoup plus enrichissantes. On voit beaucoup de gens qui passent par le système universitaire qui, ils ont dû apprendre à se débrouiller un peu plus dans la vie de tous les jours. Ils ont été un peu moins encadrés, moins accompagnés. Et donc, ça va être des gens peut-être plus autonomes. Ça va peut-être être des gens qui sont déjà allés faire une année à l'étranger, qui se sont ouverts une autre culture, une autre langue, qui ont dû apprendre à s'adapter. Et tout ça, c'est une richesse qu'on apporte. Et je pense que les écoles de commerce françaises s'en rendent compte, et c'est aussi pour ça qu'ils sont de plus en plus ouverts. Donc, je pense en effet, il y a différentes façons d'arriver dans une grande école et d'y réussir. Il faut aussi juste se poser la question, encore une fois, dès le départ, est-ce que c'est ça notre définition de l'excellence? Est-ce que c'est ça l'outil qui va nous amener là où on va arriver après? Alors, cela dit, des fois on n'est pas tout à fait sûr où est-ce qu'on veut aller. Et une réalité, c'est que quand on sort de certaines écoles qui ont une bonne réputation, on va nous ouvrir plus de portes. C'est clair. Donc, il faut quand même aussi garder ça en tête. Mais, malgré tout, peut-être que quelqu'un est passionné de l'aéronautique et qui veut devenir faire de la maintenance dans l'aviation, quelque chose de beaucoup plus technique, beaucoup plus terrain. Eh bien, ce n'est pas forcément une grande école qui va être la meilleure voie pour arriver à ça. Mais si on veut devenir peut-être aiguilleur du ciel, eh bien, en effet, c'est peut-être par là qu'il faut passer. Et il y a peut-être des points d'entrée différents pour arriver. Et les écoles sont de plus en plus ouvertes à différentes voies pour y arriver. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Et ça veut aussi dire qu'on va de plus en plus reconnaître ce besoin d'avoir des compétences généralistes, de sens de l'analyse, sens de la communication, du sens du management de projet et d'équipe. Et tout ça, on peut l'acquérir de plein de moyens possibles. Très bien. Une autre question? Oui, Thomas. Bonjour, je me permets de me présenter. Je suis Sheima, élève en terminale économique. Et en fait, ma question, vous y avez répondu un peu plus tard, mais j'aimerais, s'il vous plaît, une réponse plus précise. Donc, ma question est la suivante. Pouvons-nous penser que les deux critères de la passion et l'attachement à un métier devraient être pris en considération lors du choix de l'orientation, ou plutôt faudrait-il plutôt faire preuve de réalisme et ne choisir que selon le critère de l'utilité et des opportunités d'avenir? Très bien. C'est des talents qui se développent alors. En vrai dire, on ne peut pas trancher dans la réponse, parce que là, il s'agit de l'être humain. Il y a deux sortes d'êtres humains. Il y a quelqu'un qui se crée lui-même, et donc il sait ce qu'il veut, et il fera tout pour le faire. Et il y a quelqu'un d'autre qui s'adapte. Donc lui, il va chercher les opportunités qui vont l'amener vers ce qu'il veut, et ce qu'il veut, il doit le préciser. Est-ce qu'il veut l'argent? Est-ce qu'il veut s'identifier? Est-ce que c'est l'innovation? Est-ce que... Donc là, il va chercher la trajectoire qui va l'amener à ce qu'il veut. Alors qu'il y a quelqu'un d'autre que lui, il ne veut faire que ce qu'il veut lui. C'est-à-dire que le choix, en premier lieu, c'est par rapport à ses ambitions.
Moi, je vous donne un exemple. J'ai un enfant qui n'a jamais eu faire ni littéraire ni scientifique. Et pour l'orienter, c'était difficile. Et par la suite, il s'est trouvé lui-même cinéma. Donc, il a fait carrière en cinéma et c'est là où il s'épanouit et il est très bien dans ce domaine-là. C'est vrai que Mazal ou la Mokhrij, mais il est en train de ramener tout ce qu'il faut pour devenir un jour un metteur en scène. Donc là, c'est notre façon de penser qui arrête un petit peu et qui résout cette problématique que vous êtes en train de poser. Donc il nous reste près de 15 minutes. Il y a un jeune homme, mademoiselle aussi. Oui, allez-y, allez-y. Prenez le micro. Donc bonjour, c'est Sofiane Mkawi, élève de la terminale éco. Donc ma question est, quels sont les types d'élèves qui pourraient exclure tous les autres choix et s'orienter directement vers une école spécialisée? Merci. Si vous voulez bien répéter votre question, Sophia, oui. Donc, quels sont les types d'élèves qui pourraient exclure tous les autres choix et s'orienter directement vers une école spécialisée? Les spécialisations? C'est-à-dire une grande école. Je veux juste savoir le... Comme l'architecture, par exemple. Exactement. D'accord. Je pense que là, c'est la passion. C'est ce qu'on a envie de faire depuis qu'on est petit. On a envie peut-être d'être médecin ou architecte. Et là, par contre, effectivement, ça vous restreint dans votre avenir. Quoique j'ai vu des dentistes qui ont ouvert qui ont fait autre chose. Donc, je pense que si vous avez vraiment une passion pour un métier, et là, c'est vraiment un métier, eh bien, orientez-vous directement vers ça. Et ne commencez pas par quelque chose de généraliste, soit ingénieur, soit école de commerce, je pense. Oui. Si on est passionné par l'architecture, si on est pas pour devenir avocat, donc il vaut mieux guider ou se guider vers le choix dès le départ. Mais là encore, il vaut mieux essayer. Par exemple, ma fille veut faire médecine, elle est en première, et ben elle a fait un stage de 3 mois dans plusieurs cliniques où elle a vu des malades opérer et elle a continué à aimer, elle continue à faire de la recherche. Ça ne veut pas dire qu'elle va faire ça, mais déjà, a priori, peut-être essayer de faire des stages d'observation pour des métiers spécifiques. Oui. Le jeune homme à côté. Oui, monsieur, allez-y. Bonjour, donc c'est Yassir et je suis maintenant en baccalauréat scientifique et mon rêve est de faire de l'économie. Donc pour vous, s'il vous plaît, madame, quelles sont les compétences que je peux voir chaque jour dans ma vie de tous les jours, à part les études, pour savoir si je suis fait pour cette orientation ou pas? Merci. Effectivement, donc moi j'ai un parcours d'économiste entre guillemets école de commerce. Après j'ai fait de la banque pendant 10 ans et après j'ai travaillé dans un domaine de l'ingénierie, mais en tant que... Moi je vous conseille de faire des stages, même au niveau du... Maintenant, si vous avez 15 jours en avril ou autre, essayez d'aller en entreprise et de toucher à ces métiers d'économistes qui sont des métiers généralistes. Et puis même plus tard, vous pouvez très bien faire des études scientifiques et après faire un métier dans tout ce qui est économie et gestion. Je pense qu'encore une fois, il n'y a pas un parcours. On peut commencer par l'économie et aller vers le scientifique, bon, plus difficilement, mais on peut très bien commencer par les scientifiques et faire du management plus tard. Il y a plusieurs possibilités. Parlez aux gens, lisez les journaux économiques. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ce sont des thèmes qui vous passionnent? Sur une table ronde, je ne sais pas si vous y avez assisté hier, sur la finance, la nouvelle économie et tout. Tous les intervenants étaient issus, ils avaient un bac scientifique. Donc des traders, des chefs d'entreprise. Je pense que vous ne serez pas seul à choisir cette trajectoire. Souvent, les scientifiques virent par la suite vers nos branches, les branches d'économie. Une autre question, peut-être la dernière. Alors, oui, le micro, s'il vous plaît. On va gérer ça en fonction du temps qui reste. Bonjour, je suis un élève du deuxième bac, branche sciences économiques, lycée Moulay Idriss, premier public.
Je voulais juste poser la question, comment peut-on être diversifié dans notre orientation pour consolider notre potentiel? Peut-être comme le monsieur ou le monsieur là-bas, je vois qu'ils ont fait un parcours qui est très riche, et ils ont parlé de la communication et non pas du travail seulement, parce que je vois que la majorité des élèves ont comme objectif pour travailler que pour l'argent. C'est un objectif financier. Il reste toujours financier, mais il faut d'abord réaliser soi-même et avoir une idée sur l'aspect de la communication et du développement personnel et ne pas s'inquiéter de l'argent. Merci. Je vous rappelle que Ashraf, c'est un élève que j'ai d'un lycée public. Il est très passionné par les études du développement personnel. Donc on doit l'applaudir très fort. Courage. Je vais tenter une réponse, mais tout d'abord, ce que je voulais dire, c'est que pour tous ceux qui ont eu le courage de se lever et poser vos questions, je voulais déjà vous dire bravo. C'est pas toujours facile. Donc, déjà, bravo à vous tous. Sinon, donc, je ne suis pas 100% sûr d'avoir bien compris la question. Je crois que ça démarrait par comment est-ce qu'on peut s'orienter pour avoir des choix différents. C'est ça au fur et à mesure qu'on explore. Alors, je dirais, ça dépend en partie des systèmes dans lesquels on fonctionne. Le contexte au Maroc est différent du contexte en France, est différent du contexte aux États-Unis et encore d'autres pays. Je dirais culturellement, aux États-Unis, c'est plus facile de commencer dans une voie et ensuite aller dans une autre. Déjà parce que le système universitaire le permet un peu plus facilement. Je sais qu'en France, c'est un peu entre deux. J'en suis la preuve qu'il y a des possibilités. Mais ce n'est pas forcément facile, mais je pense que c'est de plus en plus facile. Ça s'améliore. Il y a de plus en plus de possibilités de passerelles. Et c'est toujours dur à anticiper exactement où est-ce qu'on va aller. C'est ça. Et donc, du coup, on commence dans une voie et peut-être qu'on va vouloir s'orienter vers une autre. Et si on ne la connaît pas encore, comment faire? Donc, je dirais, l'important, c'est peut-être déjà, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, dans un premier temps, c'est simplement, de façon régulière, toujours aller dans la direction qui nous donne envie. Tout simplement. Parce que j'ai envie de dire, si on a vraiment envie d'un truc, d'une manière ou d'une autre, on y arrive. D'une manière ou d'une autre. Il faut juste être conscient que tout au long de ce parcours, il va y avoir des vrais challenges. Il va y avoir des vraies difficultés. Il faut juste être prêt à ça. Donc, si on est prêt à certains moments de faire certains sacrifices, si on est prêt à bien préparer son projet, avoir une vraie stratégie sur comment y arriver, d'une manière, on va y arriver. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de façon préalable que je peux vous dire, ouais, c'est comme ci ou comme ça. Mais si vous suivez ce qui vous donne envie, que vous avez un minimum de talent dans ce que vous faites, vous allez y arriver. Et peut-être ça va demander, un peu comme dans mon cas, de reprendre des études à certains moments. Peut-être que ça va vouloir dire faire un stage ici ou un peu de bénévolat ici. Peut-être que ça va vouloir dire faire les bonnes rencontres. Et on parlait de l'appui politique par moment. Peut-être que c'est des gens qui vont vous accompagner. C'est-à-dire la bonne personne qui va faire la bonne lettre de recommandation. Peut-être que c'est ça qui va faire que hop, vous allez être pris dans telle ou telle école. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais il faut juste se dire, commencez par quelque chose qui vous donne envie et pas justement le gain financier. Et souvent, quand on fait quelque chose où on a envie, on est passionné, on a un peu de talent, eh ben, on réussit. Et quand on réussit, en contrepartie, il y a une contrepartie financière. Et bien sûr, il y a des domaines qui paient plus que d'autres. C'est une réalité. Et quand on est bon dans quelque chose, typiquement, ben, ça marche. Et on est bon quand on aime quelque chose et qu'on a envie de quelque chose. Donc avant tout, c'est ça. Mais pour tout, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller, être bien accompagné, avoir un vrai projet, et avoir une vraie stratégie. Et ça se prépare. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà dans cette phase de préparation. Donc, encore bravo à vous tous d'avoir fait le chemin un dimanche matin. Ça fait déjà partie de la réussite. Bien sûr. Voilà. Merci. Une dernière petite question, c'est presque l'heure.
ce monsieur. Bonjour tout le monde. Ma question est la suivante. D'abord, ici au Maroc, les choix des écoles est très limité pour les économistes. Et par contre, les sciences maths et les autres branches économiques ont une pluralité de choix. Est-ce que l'accès à ces écoles va garantir notre réussite? Notre réussite, ça veut dire une bonne expérience, un bon travail par la suite. Merci. Donc, oui, mademoiselle. Oui, allez-y, posez votre question, après on y répond. Petite question. Bonjour, d'abord, je suis Fedwa, en deuxième bac SM au lycée Hassan II. Et être pilote de ligne, c'est le rêve de ma vie. Et c'est pour cela, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il existe des écoles de formation des pilotes de ligne publics ici au Maroc? Et pour être pilote de ligne, est-ce qu'il faut vraiment étudier 2 ans? Pour être un pilote de ligne. Un pilote de ligne, oui. Est-ce qu'il faut vraiment étudier 2 ans en classe préparatoire en choisissant la filière MP? D'accord. Merci. Oui. Voilà. Le pilotage en général, ça ne demande pas un cursus précis. Ça veut dire qu'aux États-Unis, pour être pilote de ligne, il faut juste 9 mois de formation. Pourquoi? Parce que le basique, c'est 9 mois, et après, on commence à préparer ce qu'on appelle des qualifs. La première qualif, la deuxième et la troisième. Alors qu'au Maroc, ça a été fait dans le concept français, ça veut dire que c'est une formation académique, donc il faut les classes prépa, et après sans l'oral, donc on peut accéder à l'école Royal Air Maroc pour faire pilote de ligne. Mais actuellement à Ben Slimane, il y a une école privée qui forme des pilotes de ligne à partir du bac. Donc si on a un bac, on peut s'inscrire dans cette école et faire formation de pilote de ligne. Le projet que nous avons à l'Académie, c'est parce que l'Académie, c'est un établissement de l'enseignement supérieur et on ne peut former que dans le cadre de LMD, le système LMD, ça veut dire licence, master et doctorat et formation d'ingénieur. C'est pour cela qu'on ne peut former un pilote que dans l'un des cadres. Le meilleur qui était adéquat, c'est de faire du pilote un ingénieur et ensuite un pilote. Et ça aide parce qu'il y a certains pilotes qui quittent le pilotage pour faire... oui, ils ont besoin d'avoir un cursus scolaire reconnu, si vous voulez. Parce que peut être commandant de bord qui touche... C'est valable aussi pour les anciens pilotes? Être ingénieur, non? Non, c'est parce que pour les anciens, c'est un peu tard. Donc là, c'est pour les jeunes qui vont postuler pour ce genre de formation. Donc, pour récapituler, pour répondre à la demoiselle, c'est qu'on peut faire de la formation pilote si vous voulez, en réussissant un ensemble de modules et passer certaines qualifications qui s'organisent au niveau de ce qu'on appelle la Direction générale de l'aviation civile. Et après la réussite de ces qualifs, on est déclaré pilote de ligne. Mais on ne travaillera pas dans les lignes Royal Air Maroc. On va travailler avec l'Arabia, Jet for You, EasyJet. Donc il y a des gens qui n'ont pas fait l'école Royal Air Maroc et qui pilotent. Parce qu'ils n'ont pas fait le processus, le cursus, si vous voulez, qui était un petit peu académique. Est-ce que j'ai répondu à votre question? De toute façon, mademoiselle, on vous souhaite bonne chance. Moi, personnellement, je serais ravie de monter l'avion avec vous, Inch'Allah. Une fois que vous allez terminer vos études. Est-ce que l'accès à l'école garantit la réussite? Non. Ça ne garantit pas l'échec non plus de ne pas y accéder à cette école. Comprenez bien que depuis ce matin, ce qu'on essaie tous les 4, peut-être tous les 5, de vous dire, c'est que, pour faire simple, vous êtes devant un énorme champ de maïs que vous devez traverser. Il fait très chaud. Et vous avez des réserves d'eau qui sont ce qu'elles sont. Les réserves d'eau pour Ashraf, c'est exactement ce que tu appelles peut-être les dispositions financières, l'argent. Tu as raison. L'argent, ce n'est pas tout, mais il vaut mieux quand même être un petit peu riche que moi riche. Ça vaut mieux avoir des réserves d'eau pour traverser ce champ de maïs. Mais ce n'est pas celui qui a les plus grandes réserves d'eau qui réussira forcément à traverser le champ de maïs.
Je ne sais pas si vous avez déjà été devant un vrai bon champ de maïs. C'est comme ça. Donc, vous n'avez pas de visibilité. S'il est immense, vous devez trouver la ligne la plus courte, c'est-à-dire la ligne droite pour pouvoir passer de l'autre côté. Peut-être qu'il y a une plage, une forêt, des champs de l'autre côté, etc. Mais votre objectif, c'est de traverser. Voilà pour schématiser. Donc, c'est celui qui prendra le chemin le plus court, qui fera le moins de dégâts sur le champ de maïs, parce qu'il ne faut quand même pas écraser les plantes, et qui arrivera à le faire en un minimum de temps, en gérant intelligemment ses ressources physiques, ses ressources matérielles, l'eau, autre chose, etc. Donc, pour faire simple, c'est ça. Donc, accéder à une école, quelle que soit cette école, sa renommée, c'est toujours intéressant. Ça avantage, disons, sur le plan du CV et sur le plan de la formation aussi. Mais ce n'est pas du tout une garantie de réussite. J'ai vu dans la vie professionnelle, je travaille dans le secteur de la communication, donc je fréquente à peu près beaucoup de secteurs professionnels spécialisés. Ça va de l'aviation à l'industrie pharmaceutique, etc. L'équation selon laquelle on voudrait qu'un diplômé ingénieur, prépa avant, ou ISCAE, ou grande école de commerce à l'international, etc., est forcément le meilleur élément dans la structure, n'est pas valable. Le meilleur élément en structure, c'est celui qui arrive au quotidien à se procurer la plus grande part de bonheur pour le maximum de temps possible. Merci. J'ai appris cette phrase. Non, on est désolé. Notre table ronde a pris donc fin. Je sollicite des applaudissements très vifs pour nos chers intervenants. Merci. Les stands vous attendent. Merci à vous. Merci tout le monde.